En ce lundi 30 juin 2025, à Abidjan, un souffle de gravité traverse la nation. La voix de l'alternative nouvelle génération, ANG, s'élève pour interpeller la conscience nationale et internationale. Le président de l'ANG, Dr Ousmane Camara, adresse un appel solennel à la magistrature ivoirienne, au Conseil constitutionnel, au peuple de Côte d'Ivoire dans son ensemble, ainsi qu'à la communauté internationale. Face à l'épreuve de la vérité républicaine, l'ANG en appelle à la vigilance, à la justice et à l'engagement de toutes les forces vives pour préserver les valeurs fondamentales qui fondent notre vivre ensemble. C'est la deuxième fois que nous nous retrouvons devant vous. Et aujourd'hui, pour nous, est un jour qui marque un tournant définitif dans le cadre de notre plan de campagne, mais dans le cadre de nos actions pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'au-delà de la campagne, nous nous présentons aujourd'hui pour présenter des visages, pour présenter une situation, pour faire notre contribution, pour pouvoir maintenir et préserver la paix en Côte d'Ivoire. Le thème de notre conférence de presse est de la manipulation de la loi à l'épreuve de la vérité républicaine. Appel à la magistrature, au peuple de Côte d'Ivoire et à la communauté internationale. En ce jour solennel, nous nous adressons au peuple de Côte d'Ivoire, à sa magistrature, à son conseil constitutionnel et à la communauté internationale pour dénoncer des manœuvres juridiques et politiques gravissimes, orchestrées depuis plusieurs années par le pouvoir actuel sous la direction de M. Alassane Ouattara. Ces manœuvres ont pour conséquence directe la délégitimation de l'état de droit, la mise en péril de l'équilibre démocratique et une menace imminente sur la paix nationale. 1. Des modifications constitutionnelles orientées et antidémocratiques. La Constitution ivoirienne de 2000, adoptée après de dures crises politiques, imposait des conditions claires à la candidature à la présidence. Limite d'âge à 75 ans maximum, exclusion de toute personne ayant revendiqué ou acquis une autre nationalité, examen médical obligatoire attestant de la bonne santé physique et mentale du candidat, la stricte limitation des mandats à 2 sans possibilité de renouvellement. Ces dispositions étaient autant de garde-fous pour préserver l'intégrité de la magistrature suprême. Pourtant, la Constitution de 2016 les a supprimées. Le critère d'âge a disparu, le contrôle médical a été écarté, la limitation de mandat est dorénavant interprétable. Ces conditions étaient jugées trop restrictives pour M. Alassane Ouattara, qui aurait été inéligible en vertu de la Constitution de 2000. 2. La violation manifeste du choix souverain du peuple. La Constitution de 2016 crée un poste de vice-président devant être élu en même temps que le président. Pourtant, ce principe a été bafoué par ordonnance sans référendum. Désormais, le vice-président est nommé sans validation du peuple, mais conserve la capacité de remplacer le chef de l'État en cas de vacance du pouvoir. Cette modification fondamentale désigne donc un successeur non élu, ce qui constitue une atteinte grave à la souveraineté du peuple. Pourtant, l'article 50 de la Constitution est clair. La souveraineté appartient au peuple. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Je ferme la parenthèse. Le peuple avait choisi le schéma électif du vice-président
lors du référendum de 2016. Alors, le modifier par ordonnance, qui est par la suite entériné par des chambres législatives acquises à la cause d'un seul homme, est un abus de pouvoir. Ce n'est pas une loi simple qui est changée, mais un pan entier de la Constitution et le principe même du pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. En 3, le verrouillage du jeu électoral en 2020. Un parrainage injuste et une caution confiscatoire. En avril 2020, moins de 6 mois avant la présidentielle, 2 mesures sont introduites par ordonnance. Le parrainage citoyen, 1% de l'électorat dans 50% des régions, soit plus de 40 000 signatures à collecter. La caution relevée de 20 millions à 50 millions de francs CFA. Comparaison internationale. En France, 500 signatures d'élus sur un lot de près de 42 000 signataires potentiels. Les candidats ont 35 jours pour obtenir les signatures exigées. Il n'y a pas de cautionnement d'argent et un plafonnement des dépenses de campagne à 16,8 millions d'euros au premier tour et 22,5 millions d'euros pour les finalistes. Au Ghana, 522 signatures, soit 2 signatures par district administratif du Ghana, qui en compte 261. Avec des étapes claires et des dates précises, est publié 9 mois avant le scrutin. Au Ghana, le calendrier électoral 9 mois avant le scrutin est publié par la commission électorale, mettant en exergue toutes les étapes à franchir par tous les candidats, de sorte que les candidats puissent se préparer et répondre à chaque exigence en temps voulu. Dans notre cadre, c'est au jour le jour que nous sommes informés en tant que candidats des dates approximatives des échéances et des exigences à remplir. Et à ce jour, nous restons encore sans savoir exactement et officiellement la date exacte du dépôt de candidature, la date exacte de la fin du dépôt de candidature et la date exacte du début de la collecte des signatures, qui doit être bien entendu précédée par la distribution des kits nécessaires à la collecte des signatures et à la mise à disposition de la liste électorale définitive qui n'est à ce jour pas disponible, contrairement aux allégations du président de la commission électorale le 2 juin dernier. Alors, en conclusion, c'est quelques points. Et au Ghana, il n'y a pas de caution. 0 caution. Ils ont 522 signatures. Ils ont 9 mois pour préparer. Les 522 signatures, c'est 2 signatures par district et il n'y a pas de caution. Il y a juste des frais de dépôt de dossier de candidature à la présidence de la République qui est de l'ordre de 100 000 Ghana Cedi. Donc l'année dernière, c'était l'équivalent de plus ou moins 4 millions de francs CFA. En conclusion de ces quelques points, ces quelques points nous indiquent bien la source de toute la confusion que nous connaissons aujourd'hui. 1. Nous sommes à moins de 4 mois du scrutin. Le calendrier électoral n'est toujours pas connu dans ses détails. Le processus de parrainage reste une gymnastique floue. Les détails ne sont pas encore connus à ce jour. Il est donné en tout et pour tout 40 jours aux candidats pour recueillir 40 000 signatures, là où les autres ont pratiquement la même période pour obtenir 500 signatures. Le nouveau procédé biométrique est introduit dans le processus de collecte de signatures que les candidats et leur équipe restent à apprendre et à maîtriser dans la foulée. Jusque-là, aucun candidat ni leur coordinateur ont eu accès à la fameuse machine. Nous n'en avons pas testé l'efficacité et nous n'en connaissons même pas les paramètres. Le processus de traitement de signatures soumises
au Conseil constitutionnel reste un mystère. Aucun candidat n'a accès au processus de croisement de fichiers qui permet l'invalidation ou la validation de leur parrainage. Les décisions du Conseil constitutionnel étant susceptibles d'aucun recours, il est manifeste que toute erreur de cette institution disqualifierait n'importe quel candidat sérieux sans qu'il n'y ait de possibilité de réparation. 7. Un cautionnement d'argent à hauteur de 50 millions de francs CFA est exigé de façon irrégulière, alors même que tous les candidats ne reçoivent pas de subventions publiques. Quand certains partis politiques reçoivent quelques milliards de francs CFA en termes de subventions d'argent public, il est à noter que le RHDP perçoit chaque année quelques milliards de francs CFA en termes de subventions de leur parti. Le PDCI, naturellement, doit en recevoir et je suppose que le PPACI en reçoit. Alors, il est aisé de décider de cautions qui peuvent atteindre les plafonds que les Ivoiriens ne peuvent pas imaginer et sans que ça ne les dérange parce qu'ils ont pour eux l'argent public pour payer tout ça. Mais pour les autres Ivoiriens qui doivent débourser l'argent de leur poche, nous pensons que 50 millions, c'est trop. Pas que tout le monde peut venir tranquillement participer aux élections, mais je mets au défi le gouvernement ivoirien à partir des fichiers de la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, de nous sortir combien d'Ivoiriens en nombre précis ont plus de 20 millions de francs CFA dans leur épargne. Ce n'est pas plus de 20% des Ivoiriens. C'est déjà une exclusivité. 20 millions. Et lorsqu'on passe à 50 millions, croyez-moi, je doute fort qu'il y ait plus de 10% de la population qui puisse avoir 50 millions en épargne. Au vu de tout ce qui précède, il est clair que ce processus fait voler en éclats le principe de transparence du processus électoral, de l'égalité devant la loi et de la libre participation aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. En 4, nous avons une candidature à l'origine des crises ivoiriennes. Jusqu'à quand? Depuis 1993, la question de la nationalité de M. Alassane, entre parenthèses, Dramane Ouattara, a été à l'origine. Pourquoi je mets entre parenthèses? Parce que nous l'avons connu d'abord comme Alassane Dramane Ouattara. C'était son nom à l'état civil de façon officielle. Et maintenant, il est Alassane Ouattara. Donc, il est bon de le préciser. À l'origine de son exclusion politique de 1995 à 2000, la question de sa nationalité, du coup d'État de 1999 mené par des soldats de rang proche de lui. Pas qu'il les a envoyés, mais tous ceux qui ont occasionné le coup d'État de 1999 étaient des proches. De la rébellion de 2002, soulevée par les mêmes soldats de rang proches de lui. De la crise post-électorale de 2010-2011, plus de 3000 morts, qui a précédé sa prise effective de pouvoir de l'État ivoirien. De la crise préélectorale de 2020, plus de 80 morts marqués par une désobéissance civile appelée par l'opposition. Et des divisions persistantes à ce jour. Et pendant que l'ex-président de la République, M. Laurent Gbagbo, est privé de ses droits civils et politiques, pourtant gracié de la condamnation pénale à laquelle il succombait, et que M. Tidjane Thiam est privé de sa qualité d'électeur pour cause de perte momentanée de sa nationalité, ayant acquis une seconde nationalité à l'âge adulte et pourtant dorénavant ivoirien exclusivement, M. Alassane Ouattara est président en exercice de la République de Côte d'Ivoire en violation flagrante de l'article 55 de la Constitution de 2016 qu'il a lui-même fait voter. En effet, aucune preuve publique de renonciation à la nationalité burkinabé mentionnée par le communiqué de presse numéro 84/35 du 1er novembre 1984 du FMI n'a jamais été fournie
depuis 1985, la première année prouvée de sa jouissance de la nationalité ivoirienne. Je vous explique. Jusqu'en 1984, civilement, légalement, par sa carrière, par toutes les institutions où il est passé, M. Alassane Ouattara est noté et marqué et signé en contrat comme étant de nationalité burkinabé. Nous considérons que M. Alassane Ouattara est ivoirien, de père et de mère, comme il nous l'a dit et il nous l'a prouvé. Il est né à Dimbokro. Alors, ayant la preuve qu'il a pris une autre nationalité qui est celle de la nationalité burkinabé, entre-temps, à quel moment de sa vie il prend cette nationalité et à quel moment il renonce effectivement à cette nationalité pour pouvoir jouir aujourd'hui de la qualité exclusive d'ivoirien. En conséquence, il est possible que M. Ouattara jouisse encore d'une double nationalité, ce qui est incompatible avec l'article 55 de la Constitution actuelle. Ceci fonde, si la preuve de sa renonciation à la nationalité burkinabé n'est pas produite, la base de l'exercice illégal et illégitime de la fonction de président de la République de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous avons introduit ce jour, vendredi 27 juin 2025, une requête auprès du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire pour qu'il lui soit retiré cette qualité et qu'il connaisse la sanction prévue à cet effet. Pour nous, tous les Ivoiriens naissent libres et égaux en droit. Et cela est manifeste dans l'article 4 de la Constitution ivoirienne. Alors, il doit être appliqué à M. Alassane Ouattara le précédent Tidjane Thiam, qui veut que lorsqu'un Ivoirien majeur qui acquiert une nationalité étrangère perde la nationalité ivoirienne de façon automatique et qui ne peut en jouir de nouveau que lorsqu'il y renonce officiellement. Dans le cas d'espèce, M. Alassane Ouattara, qui est né de père et de mère ivoirien, ne pourra se réclamer ivoirien que lorsqu'il aura renoncé officiellement à la nationalité voltaïque burkinabé. Pourquoi? Parce qu'il était d'abord voltaïque et à partir de 1983, la nationalité burkinabé est introduite, donc par la suite burkinabé, qu'il a pris à un certain moment de sa vie, de son passage en tant qu'étudiant aux États-Unis d'Amérique, à sa nomination au Fonds monétaire international en 1984 en qualité de directeur du département d'Afrique de l'institution. Nous interpellons la magistrature ivoirienne, dernier rempart de la légalité, afin qu'elle dise le droit en toute impartialité et au nom du peuple souverain de Côte d'Ivoire. Conclusion. Pour une république juste et véritable, M. Alassane Ouattara aura 83 ans cette année. Après 15 ans au pouvoir, il est temps qu'il cède la place à un renouvellement démocratique sincère. Il lui appartient de quitter la scène en homme d'État, en rendant au peuple la paix que ce dernier a perdue. La paix durable passe par le respect scrupuleux de la Constitution, de la neutralité de la justice et de l'accès égal aux élections. Alternative Nouvelle Génération, porteuse d'un programme visionnaire, se bat pour un état de droit, pour une transformation sociale équitable, pour une gouvernance transparente. Le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien mérite la justice, la paix et l'espérance. Nous appelons à la vigilance, au dialogue sincère et à l'action juridique contre l'injustice. Le peuple ivoirien a droit à une vérité constitutionnelle, il a droit à des élections libres et il a droit surtout à la paix.